Un stand de tir, un parking, une salle de vente aux enchères et même un théâtre. Avant de devenir un musée emblématique, la gare d'Orsay a connu bien des péripéties. Dans les années 60 puis 70, le lieu qui était quasiment à l'abandon a atteint un tel état de décrépitude et de désamour qu'il a tout simplement failli être rasé. Et remplacé par quoi à votre avis? Avant ça, petit retour en arrière. Ici au 19e siècle, sous Napoléon, on érige une caserne et le palais d'Orsay qui accueille le Conseil d'État et la Cour des comptes. En 1871, pendant la Commune de Paris, le palais est incendié et ses ruines vont rester là pendant des années. Oui, il y avait d'autres priorités. Arrive la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, c'était son nom, qui cherche un terminus dans Paris plus central que la gare d'Austerlitz. Et elle voit dans cette friche face à la Seine le terrain idéal. L'architecte désigné, c'est Victor Laloux, et il va livrer un édifice qui va marquer les esprits, à la fois très moderne et très académique. Il va volontairement cacher l'ossature métallique de la gare pour qu'elle se fonde mieux dans le quartier où l'architecture est tout en pierre, mais aussi parce qu'avec la gare est livré un grand hôtel très luxueux, et qu'à l'époque, le fer est jugé très industriel, donc ça convient mieux aux standards voulus par la clientèle. L'ensemble est inauguré en 1900 pour l'Expo universelle. C'est la toute première gare électrifiée, ce qui a permis une superposition, les voies en sous-sol, les services au rez-de-chaussée. On peut encore aujourd'hui voir les destinations gravées dans la pierre, Aurillac, Toulouse, Bordeaux, Orléans bien sûr. Et pendant 30 ans, la gare va brasser des centaines de milliers de voyageurs. Il y a aussi tout un réseau en Île-de-France qui se développe vers Choisy, Orly, Brétigny, le RERC aujourd'hui. Mais assez vite, ça va se gripper côté grande ligne, notamment parce que les trains sont de plus en plus longs et les quais de la gare trop courts pour les accueillir. Au départ, on envisage de prolonger les voies sous le palais de la Légion d'honneur qui est en face, mais la chancellerie dit niet. Donc en 1939, on décide de n'y conserver que les liaisons vers la banlieue et la gare est en grande partie désaffectée. Paradoxalement, c'est ce qui va lui permettre de rentrer dans l'histoire d'une certaine manière. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on y installe un centre d'accueil de prisonniers et de déportés. D'ailleurs, dans La douleur, Marguerite Duras raconte son attente à la gare d'Orsay, son espoir d'y retrouver son mari Robert Antelme. Je vous conseille vraiment ce texte, c'est bouleversant. En 1958, dans la salle des fêtes de l'hôtel, le général de Gaulle annonce son retour au pouvoir. En 1962, Orson Welles tourne son film Le Procès, adapté de l'œuvre de Kafka. Il va jouer avec les volumes de la gare désaffectée et d'ailleurs l'histoire dit que le réalisateur a découvert lui-même le lieu à 3h du matin en session urbex en gros et qu'il s'est dit que c'était l'endroit idéal. Dans les années 70, c'est la compagnie théâtre de Jean-Louis Barrault et de Madeleine Renaud qui s'y installe, excusez du peu. Il va aussi y avoir les ventes aux enchères de l'hôtel Drouot à ce moment-là en rénovation. On va même mettre un parking dans la nef, un stand de tir. Enfin bref, il manquait plus qu'un marché aux puces et un comptoir de la sécu. Et pendant ce temps, on essaye d'imaginer quel futur donner au lieu. Et alors là, pareil, on va tout imaginer, y compris un aérogare d'hélicoptère. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais l'idée qui va tenir la corde, je vous le donne en mille, c'est un hôtel de luxe. Mais alors, rien à voir avec le très bel hôtel construit fin 19e siècle avec la gare, qui comptait 370 chambres. D'ailleurs, lui va rester ouvert jusqu'en 1973. Non, là on parle de 1000 chambres, 8 étages, des galeries commerçantes, un immense parking, une piscine. Sauf que pour faire tout ça, il faut raser la gare d'Orsay. Et ça passe sans trop de problèmes au départ. Un accord préalable est donné en 1970. On écrit dans la presse qu'on ne regrettera évidemment pas l'architecture belle époque de la gare, ce qui va complètement dans le sens de l'opinion générale sur l'œuvre de Laloux, qui est vraiment jugée trop classique, trop massive, on va même jusqu'à parler du plus vilain monument de Paris. Sauf qu'au même moment à peu près, ça vous rappelle peut-être quelque chose, un autre débat fait rage à Paris, celui sur l'avenir des Halles Baltard. J'y ai consacré une vidéo, d'ailleurs c'est ma vidéo la plus vue, vous avez été extrêmement nombreux, donc merci beaucoup, c'est juste fou, j'ai pas encore complètement réalisé. J'y raconte toute la bataille des Halles, donc pour les retardataires, je vous invite à la voir. Pour résumer, malgré une mobilisation internationale, la destruction du chef-d'œuvre de Victor Baltard va avoir lieu sous les yeux du monde entier, et à l'époque, c'est un grand choc. Et c'est précisément cet assassinat des Halles, comme on l'a appelé, qui va diriger le regard de l'autre côté de la Seine, où on s'apprête à démolir la gare d'Orsay dans l'indifférence quasi générale. Il y a tout un intérêt nouveau qui naît pour l'architecture du 19e siècle. On voit apparaître des prises de position pour inviter à laisser vieillir la gare d'Orsay, à lui laisser une chance finalement. Ça va mener en premier lieu à l'abandon du projet d'hôtel de luxe in extremis. C'est bien beau, la gare est sauvée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est loin d'être réglé. Des études sont faites et elles concluent que compte tenu des volumes, on peut tout imaginer. Donc nous voilà bien avancés. Ce qui prouve qu'on n'est pas encore réconcilié avec la bâtisse, c'est que les idées qui sortent du chapeau, elles ne cherchent pas du tout à mettre en valeur son architecture. On envisage d'y installer la caisse des dépôts, un ministère, enfin l'idée c'est d'occuper l'espace. En parallèle, les collections d'art fin 19e et début 20e siècle sont éclatées entre plusieurs musées parisiens où elles sont à l'étroit. Avec le centre Pompidou qui s'apprête à ouvrir, naît l'idée d'avoir un lieu pour faire le lien. De là à l'imaginer dans une gare désaffectée, c'est pas gagné. C'est Jean Chatelain, le directeur des musées de France de l'époque, qui va le premier avoir cette idée à la fois folle et géniale. Je vous passe les tractations politiques entre ceux qui avaient la vision et ceux qui l'avaient pas. C'est Pompidou qui va valider le projet. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui va le lancer en 78. Et c'est François Mitterrand qui va inaugurer le musée en 1986. On doit l'aménagement intérieur à la très talentueuse architecte italienne Gae Aulenti, qui est vraiment trop méconnue à mon sens. L'idée de départ
départ, c'était à la fois de respecter l'œuvre de Lalou et de la réinterpréter. Pour moi, c'est une réussite totale, même si évidemment, ça n'a pas été du goût de tout le monde à l'ouverture. Certains jugeaient que l'architecture prenait trop de place par rapport aux œuvres, alors que d'autres jugent au contraire que le tour de force a été de créer un dialogue entre le lieu et ses œuvres, justement. C'est fou de se tenir là et d'imaginer qu'il y a eu un jour des voitures garées ici et que tout ça a juste failli disparaître. Du très bel hôtel, il reste la fameuse et incroyable salle des fêtes. Ne la loupez pas lors de votre visite, parce qu'elle donne vraiment un aperçu du faste de l'hôtel. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire de la gare d'Orsay. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu veux que je m'attaque à un autre lieu de la capitale. Et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires parisiennes.